on va pouvoir démarrer. Donc, on relance le webinaire. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire. 9 compléments de rémunération sans charge sociale. Alors, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes peut-être en EURL, EIRL, entreprise individuelle, SAS, SARL, peu importe, vous le savez, lorsque vous vous versez une rémunération, vous payez des charges sociales dessus. Ça coûte cher, ça coûte à votre entreprise entre 45 et 70-75% du montant qui vous est fait. Ça vous coûte, vous, ensuite, au niveau de l'impôt sur le revenu. Ce soir, on va vous présenter ce qu'on appelle des compléments de rémunération, c'est-à-dire des moyens de se verser de l'argent sans payer de cotisation sociale dessus et parfois sans payer d'impôt sur le revenu. Alors, ça concerne les dirigeants d'entreprise et ça concerne aussi, dans certains cas, les salariés. Vous allez voir, il va y en avoir pour tout le monde. Donc, on va vraiment parler de sujets qui concernent tous les entrepreneurs. Le problème, c'est que souvent, tout ça, c'est en fait assez mal connu. Qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc souvent, on ne sait pas si ça concerne les très grandes entreprises ou les très petites entreprises. Donc ce soir, on vous a fait une sélection des 9 compléments de rémunération qui fonctionnent le mieux, spécialement pour les très petites entreprises. Donc au programme, ce soir, alors pour ceux qui nous connaissent pas encore bien, tout le monde connaît Jean-Luc Jamelot, c'est expert comptable, fondateur de Socic, et moi je suis Xavier de la Barrière, expert comptable également. Et je travaille avec Jean-Luc chez Sobiz, qui est la petite sœur de Socic, deux structures qui ont à peu près les mêmes services et les mêmes, qui travaillent avec les mêmes équipes surtout. Donc, au programme aujourd'hui, Jean-Luc, je te laisse présenter le programme. Alors le programme, on va d'abord parler des remboursements de frais de déplacement, mais sur la partie domicile, lieu de travail, c'est-à-dire comment vous faire rembourser les dépenses que vous avez pour aller travailler. Dans quelles conditions ça peut être pris en charge par l'entreprise et vous faire rembourser. Ensuite, les indemnités de télétravail, donc c'est d'actualité. Si vous travaillez de chez vous, comment vous faire rembourser les frais liés au télétravail. Le troisième, les indemnités de grand déplacement, donc quand vous allez travailler assez loin de votre domicile. Ensuite, les frais, les petits frais en fait que vous avez pour travailler. Donc on va en lister quelques-uns, donc notamment l'ordinateur, le téléphone mobile, mais on verra, il peut y en avoir d'autres. La prime Macron, là c'est également d'actualité puisqu'elle vient d'être prolongée, donc on va voir comment ça fonctionne. La prime d'intéressement également. Donc, en quoi ça consiste, comment ça peut fonctionner. Après, le CESU, donc ça, c'est sujet de prédilection de Xavier. Il vous en dira quelques mots, là, c'était aussi très intéressant. Et les tickets restaurants, voir également qui peut en bénéficier, comment ça marche. Et enfin, les chèques vacances. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de choses là ce soir, là. Un menu assez étoffé. Alors donc on va commencer. Tu veux rajouter quelque chose, Xavier? Non, fait. Écoute, tu as tout déroulé, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les remboursements. Alors simplement pour faire un tableau vraiment de synthèse, voir à quel point vraiment le programme est fiscalement intéressant. Vous voyez, on vous a indiqué en vert dans ces 9 compléments de rémunération, ceux qui sont 100% exonérés de charges sociales, 100% défiscalisés, c'est-à-dire exonérés d'impôt sur le revenu côté entreprise, côté bénéficiaire, et totalement exonérés d'impôt sur les sociétés, évidemment, côté entreprise, si votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, le seul qui est partiellement fiscalisé, c'est la prime d'intéressement. On va y revenir. Alors, on va commencer par le remboursement des frais de transport pour le domicile et lieu de travail.
Donc tout d'abord, alors à chaque fois on va voir les deux cas de figure là, pour les salariés et les dirigeants. Donc la plupart d'entre vous, bon, vous êtes des dirigeants, ça sera plus la partie droite, mais on va dire deux mots pour les salariés. Donc les salariés qui se déplacent pour aller travailler, qui utilisent un transport collectif, peuvent se faire rembourser 50% de l'abonnement, donc l'abonnement du métro, du train, du bus, etc. S'ils utilisent un transport, s'ils y vont avec leurs moyens personnels, ils peuvent bénéficier d'un forfait mobilité durable, donc avec certaines prises en charge de dépenses, et également les frais de carburant, domicile, lieu de travail. Ça, c'est seulement si la personne n'a pas les moyens d'utiliser les transports en commun. Donc, dans ce cas-là, on peut lui rembourser des frais de carburant. Pour les dirigeants, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, il faut faire la distinction. Si vous avez le statut de salarié, par exemple un président de SAS, ou si vous êtes en entreprise individuelle. Donc si fiscalement vous avez le statut de salarié, vous avez, quand vous faites vos déclarations d'impôt sur le revenu, un abattement forfaitaire de 10% qui comprend justement les frais de transport, domicile et lieu de travail. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau de votre société, vous n'allez pas pouvoir vous les faire rembourser, puisque c'est déjà pris en compte au niveau de votre impôt sur le revenu. Donc malheureusement, si vous êtes dirigeant, donc avec statut salarié, genre dirigeant de SAS, gérant majoritaire de SARL, pour le statut de dirigeant au niveau fiscal, vous ne pouvez pas vous faire rembourser les frais de transport, domicile, lieu de travail. Il y a un seul cas où vous pouvez les faire prendre en charge par l'entreprise, c'est si vous êtes en entreprise individuelle ou en BNC, où là, en fait, quand vous avez votre bénéfice que vous déclarez aux impôts, à l'impôt sur le revenu, l'abattement de 10%, il n'existe pas. L'abattement de 10% n'existe que pour les salariés. Donc, pour les entrepreneurs individuels qui exercent en nom propre, donc l'entreprise peut vous rembourser vos frais de domicile, lieu de travail. Par contre, comme on avait vu là, lors du webinaire précédent, les frais kilométriques n'existent pas pour les entreprises individuelles, donc ça doit être obligatoirement des frais réels. Donc vous pouvez vous faire rembourser le carburant, les réparations du véhicule, etc. Donc, qui sont liés au transport domicile lieu de travail. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Oui. Même si le véhicule, donc en entreprise, on récapitule, hein, en entreprise individuelle, si je suis en EIRL par exemple, que j'ai une voiture à la carte grise à mon nom, et que tous les matins je fais 30 km pour aller travailler, je peux faire payer par mon entreprise les frais de carburant. Voilà, c'est ça. C'est ça, frais de péage, frais de carburant. Oui, voilà, puisque c'est ça, c'est les frais. Réparation de la voiture. Voilà, tous les frais réels, comme dans une entreprise individuelle, on peut déduire les frais réels. Alors, donc les frais réels au sens large, c'est-à-dire les frais qui sont liés à l'exercice professionnel, mais les frais domicile, lieu de travail, qui sont. Super. Bon, ben, très clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, je te rends la main, Xavier. Ouais, alors attends, juste, je termine. Oui. C'était sur les transports domicile, lieu de travail. S'il y a des Parisiens parmi nous, on nous pose souvent la question, est-ce que je peux passer mes frais de Vélib, Lime, CityScoot, toutes ce qu'on appelle le free floating, Jump, Uber. Bon, Uber, c'est taxi, donc évidemment, oui, vous pouvez passer tous vos frais de transport, d'abonnement. Alors, après, pour voir si c'est des frais qui sont engagés le matin pour aller travailler ou qui sont engagés la journée pour aller chez vos clients, c'est le fisc ne le verra pas toujours. Donc, sachez que vous pouvez passer en note de frais, voilà, tous vos frais d'abonnement, dès lors que vous utilisez ces moyens de transport pour votre activité professionnelle. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la fameuse indemnité de télétravail dont on a beaucoup parlé en 2020 parce qu'elle est arrivée en 2020 évidemment avec la crise du Covid.
Et force est de constater que cette indemnité, elle a le mérite d'exister, mais qu'elle est quand même pas extraordinaire. Donc l'indemnité de télétravail, c'est quoi? Ben, si vous avez des salariés, sachez que vous pouvez leur faire un virement de 10 euros par mois par jour de travail effectué. Je vais vous montrer un exemple. Ou sinon, si le montant est supérieur, eh bien, vous pouvez rembourser la réalité des dépenses professionnelles qu'a engagé le salarié, mais il doit vous apporter des justificatifs. On va voir un exemple. Pour les dirigeants, ben les dirigeants, ils n'ont pas le droit de cette indemnité de télétravail, tout simplement parce que le dirigeant, quand il travaille chez lui, souvent, il fait passer sur l'entreprise les frais réels, c'est-à-dire l'achat de son ordinateur, l'achat de son bureau, l'achat de son imprimante à la maison, etc. Tout ça, eh bien, évidemment, vous pouvez les passer dans les frais de votre entreprise, y compris, évidemment, les frais de téléphone à la maison. Donc, dans un exemple concret, ben, si vous avez un salarié qui travaille 2 jours par semaine chez lui, vous avez le droit de lui verser 20 euros par mois comme indemnité forfaitaire, indemnité encore une fois qui couvre tous les frais d'informatique, d'équipement, etc. Et vous êtes dirigeant, eh ben, vous avez le droit de passer toute l'enveloppe de frais, de vos frais réels à la maison, votre espace de travail. Donc, si vous avez un appartement de 70 mètres carrés et que vous utilisez pour un usage professionnel 10 mètres carrés, 2 jours par semaine, ben dans l'exemple là, vous voyez, vous payez 370 euros par mois de loyer. Vous avez une taxe d'habitation de 35 euros par mois. Donc, à peu près, taxe d'habitation, ça fait 370 euros par an. Une prime d'assurance de 15 euros par mois, et bien vous prenez tout ça, ça fait 420 euros par mois, multiplié par le prorata de la surface 10 mètres carrés sur 70, multiplié par 2 jours par semaine sur 7, ça fait 17 euros par mois. Donc, pardon, si vous êtes salarié. Donc, si vous êtes salarié, le frais réel, c'est 17 euros par mois. Comparé à l'indemnité forfaitaire de 20 euros par mois, vous voyez que l'indemnité forfaitaire est plus intéressante. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux, mais j'espère que vous avez suivi. À votre droite à l'écran, vous avez les frais réels. À votre gauche, vous avez l'indemnité forfaitaire. Et vous voyez que l'indemnité forfaitaire est plus intéressante que les frais réels. C'est 20 euros par mois, ce n'est pas des sommes importantes, mais c'est quand même totalement exonéré d'impôts et de charges sociales, donc ça peut représenter des sommes. Voilà. Les indemnités de grands déplacements. Alors, les indemnités de grands déplacements, ça concerne notamment, c'est souvent utilisé dans les activités de conseil, de consulting, lorsque les sociétés de conseil envoient leurs salariés travailler 20 jours, 30 jours, voire plus, loin de chez eux pour une mission qui dure un peu dans le temps. Alors, vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais vous avez le droit de leur verser jusqu'à 106 euros par jour par jour de grand déplacement. Et avec ces 106 euros, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent louer une chambre via Airbnb, eh ben, ils le font. S'ils veulent aller à l'hôtel, ils le font. C'est un forfait que vous leur versez et ça leur permet de se nourrir, etc., un peu comme ils le veulent. S'ils veulent manger dans leur Airbnb, ça coûtera moins cher que s'ils veulent un restaurant et ensuite à l'hôtel. Donc, ces indemnités de grand déplacement, les contraintes pour ça, c'est qu'il faut que la distance maison-travail soit supérieure à 50 km et il faut que, ou les transports en commun à plus d'1 h 30. Voilà. Pour l'alimentation, eh bien, jusqu'à 19 euros par mois, fois 2 jours, et 58 euros pour le logement et le petit déjeuner. Voilà, c'est comme ça qu'on décompose, fois 2 par jour, pardon, c'est comme ça qu'on décompose et qu'on arrive aux 106 euros. Si vous êtes dirigeant, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit au remboursement de vos frais réels, c'est-à-dire frais réels, ça veut dire quoi? Ça veut dire les frais d'hôtel et de restaurant. Bon, ben c'est quand même pas mal. Donc sachez-le, parce que souvent c'est pas bien connu, c'est l'histoire d'indemnité de grand déplacement, et c'est quand même financièrement, ça peut être intéressant, surtout si vous envoyez vos salariés loin, longtemps. C'est une façon de, on va le dire très vite, mais de leur verser un complément de rémunération s'ils arrivent évidemment à se nourrir et à se loger pour moins de 106 euros par jour. On trouve aussi pas mal dans le secteur du bâtiment.
il y a souvent des salariés qui sont en grand déplacement et qui ont ce type d'indemnité. Par contre, comme le dit Xavier, en effet, pour les dirigeants, l'administration, elle aime pas trop les forfaits. Donc, il y a très peu de mécanismes de forfait pour les dirigeants. La plupart du temps, il faut se faire rembourser les frais réels. Donc, j'en profite pour répondre. Voilà, les frais réels, tout ce qui est évidemment les frais de déplacement, par exemple pour aller dans une formation, je vois Elisabeth qui pose la question, un dirigeant qui part en formation à Bordeaux, est-ce qu'il peut se faire payer hôtel, train, déjeuner? Oui, évidemment, évidemment. Hein. Si vous partez en formation loin de chez vous, vous passez absolument tout en frais. Il y a, voilà, c'est parfaitement justifié. Il faut simplement documenter votre séjour à Bordeaux en l'occurrence avec l'inscription à la formation et puis tous les frais qui vont autour. Voilà. Alors, on reviendra sur les questions en détail. Ensuite, tout ce qui est téléphone, PC, Internet, imprimante, consommable, tout ça, pour les salariés comme pour les dirigeants, tout ça, évidemment, vous pouvez les passer en frais sous forme de notes de frais en général. Pour ça, il faut garder les factures et sachez que ça peut représenter 300 à 500 euros. Il n'y a pas de plafond, mais en moyenne, ça peut représenter 300 à 500 euros de remboursement de frais supplémentaires. C'est dommage de s'en priver parce que plutôt que de verser de l'argent ou des primes ou des rémunérations à ses salariés, n'oubliez pas de leur rembourser ce qui est remboursable, ce qu'ils utilisent pour les besoins de leur activité professionnelle. Tout à fait, Xavier. On peut rajouter aussi qu'ils peuvent se faire rembourser la TVA. Hein. Donc, surtout ces achats-là où vous faites rembourser la TVA, donc 20%, c'est pas mal. Et puis, si ça fait moins de 500 euros, ça peut passer directement en frais aussi. Il n'y a pas besoin de l'immobiliser. Donc, ça passe directement dans les frais de la société. Donc, c'est pas mal aussi, quoi. Alors, la prime Macron. Jean-Luc, je te laisse en parler. Alors, sur la prime Macron, c'est une prime exceptionnelle qui est destinée aux salariés. Malheureusement, le dirigeant n'y a pas droit. Donc, il faut avoir. Alors, il y a des questions justement sur le statut de salarié là, pour les présidents de SAS. Le président de SAS, en effet, il a un statut salarié, mais pas complètement, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de lien de subordination, en fait, c'est pas un vrai salarié, c'est plus un mandataire social, même s'il a le statut salarié au niveau fiscal. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, il n'a pas droit comme un vrai salarié, par exemple, comme la prime Macron. Alors, la prime Macron, elle a été rallongée là, dernièrement, là, jusqu'au 31 décembre 2021, et elle permet de donner aux salariés jusqu'à 1 000 euros. Donc, c'est un cadeau, hein. C'est comme une indemnité, on donne 1 000 euros. C'est pas soumis à charge sociale, ça va rentrer dans les frais, et c'est pas soumis non plus à l'impôt sur le revenu. Elle peut aller pour les salariés qui sont en deuxième ligne là, jusqu'à 2 000 euros. Elle est également jusqu'à 2 000 euros s'il y a un accord d'intéressement qui a été mis en place. Donc l'intéressement, on va en parler tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de relancer l'épargne salariale et favoriser l'épargne salariale. Donc 1 000 euros ou 2 000 euros qui peuvent passer dans les frais de l'entreprise, pareil, sans charge sociale et défiscalisée. Oui, la prime Macron, on la voit, hein, et ça intéresse, sachez-le, et ça intéresse beaucoup de monde. Donc, en effet, Jean-Luc, tu fais bien de le souligner, c'est que souvent les dirigeants de SAS ou SASU se considèrent comme des salariés, et en fait, c'est assimilé salarié. Leur statut, c'est pas un statut, c'est un statut fiscal de salarié. En effet, comme Jean-Luc le disait, mais c'est en fait le vrai terme, c'est assimilé salarié. Donc, ça veut dire que en fait, vous n'êtes pas salarié. Vous n'êtes pas salarié, donc en effet, il faut vous mettre dans la colonne dirigeant. Alors, l'intéressement, la prime d'intéressement, ça c'est aussi très intéressant. L'intéressement, on pense souvent que c'est quelque chose pour les grandes sociétés, les grands groupes, les grosses boîtes, et en fait, pas du tout. L'intéressement, vous pouvez le mettre en place à partir du moment où vous avez un salarié. Il suffit d'avoir un salarié, même un apprenti, ça suffit. Et en plus de ça, le dirigeant y a droit. Donc c'est très très intéressant. L'intéressement, vous allez voir, c'est l'un des outils les plus puissants de défiscalisation
et de compléments de rémunération. C'est pour ça que l'avantage est peut-être pas aussi efficace que certaines distributions dont on a parlé, mais l'intéressement, sachez-le, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez le mettre en place à partir du moment où vous avez juste un salarié, même à mi-temps. Donc comment ça marche? Eh bien, regardez bien les chiffres, parce que c'est vraiment impressionnant. Le montant de l'intéressement, ça peut représenter 20% du salaire brut annuel, plafonné à 30 820 euros, le montant de l'intéressement. L'intéressement, pour quelqu'un qui a 150 000 euros de rémunération, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici, voilà, eh bien, il pourrait bénéficier de l'intéressement jusqu'à 38 120 euros. C'est énorme. 20% du salaire brut, c'est-à-dire plus de 2 mois de salaire par an. Plus de 2 mois de salaire. La prime d'intéressement, elle doit être définie selon un accord d'intéressement qui a été écrit et qui a été déposé à la directe. Il faut le déposer, si vous voulez, pour 2021, par exemple, si vous clôturez vos comptes au 31 décembre 2021, il va falloir le déposer avant le 1er juillet 2021 pour pouvoir verser l'intéressement au titre de l'année 2021. Donc, vous avez encore le temps, c'est encore faisable. On peut vous aider là-dedans si vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire en ligne maintenant, il y a des outils très très bien faits. Vous pouvez préparer votre contrat d'intéressement en ligne, très simple, et il doit avoir une durée maintenant de au moins 1 an. Alors qu'avant c'était minimum 2 ans, maintenant c'est minimum 1 an, jusqu'à 3 ans. Et il doit être calculé selon les résultats et les performances de l'entreprise. C'est vous qui les définissez librement. Donc, on peut très bien mettre en place un accord d'intéressement et verser une prime d'intéressement, même si l'entreprise ne fait pas de bénéfice. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'il faudrait faire un webinaire complet sur l'intéressement pour vraiment détailler et montrer à quel point c'est efficace. Mais retenez 2 choses. C'est que dans un contrat d'intéressement, il y a 2 notions qui sont importantes. C'est le critère de déclenchement, c'est-à-dire c'est un objectif que vous fixez qui va dire oui ou non, il y a intéressement ou il n'y a pas intéressement. Critère de déclenchement. Et après, le critère de performance qui va définir le mode de calcul de l'intéressement, c'est-à-dire l'enveloppe partagée par les bénéficiaires. Donc, c'est par exemple de dire, eh bien, si jamais on atteint 200 000 euros de chiffre d'affaires, il y aura un intéressement. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est comment est-ce qu'on calcule l'intéressement. Vous pouvez dire l'intéressement, ce sera 1 mois de salaire, où ce sera 10% de la masse salariale, où ce sera 25% du résultat de l'entreprise. Donc, il y a ces 2 éléments-là qui sont définis dans le contrat d'intéressement, critères de déclenchement et mode de calcul, et voilà. Et d'autres choses, mais c'est assez simple à mettre en place. Simplement, attention, si vous le faites tout seul, renseignez-vous, faites-vous aider quand même, parce que c'est pas toujours très très bien expliqué, ces deux éléments clés. Et si jamais vous ne le remplissez pas bien, de toutes les manières, la directe vous corrigera et vous demandera de modifier l'accord. Donc, l'avantage financier de l'intéressement. La première chose, c'est qu'il est exonéré de charges sociales, sauf CSG RDS, 9,7%. Il est disponible immédiatement. Donc, là aussi, en général, on pense que l'intéressement, c'est bloqué pendant 3 à 5 ans. Non, non, l'intéressement, c'est disponible immédiatement. Et vous pouvez même le distribuer tous les semestres, voire j'ai même vu dans une entreprise qui distribuait tous les trimestres, qui calculait et distribuait tous les trimestres. Mais bon, dans une petite entreprise, il faut rester simple. Prévoyez de le verser 1 fois par an. Et il peut être bloqué pendant 5 ans, auquel cas il est totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, s'il est versé immédiatement, eh bien, il est soumis à l'impôt sur le revenu, exonéré de charges sociales, sauf les 9,7% dont on a parlé, et imposable à l'impôt sur le revenu. S'il est bloqué pendant 5 ans, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, alors à ce moment-là, il peut être totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Et pour l'entreprise, je vous le disais, totalement exonéré de charges sociales. Donc financièrement, c'est quand même très très puissant, cette histoire d'intéressement. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs très bien et qu'on le met en place de plus en plus souvent dans les types d'entreprise. Alors le CESU, ouais, je te donne. Je vais compléter pour répondre à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui parle d'embaucher son épouse quelques heures par semaine. En effet,
Ça se fait même assez régulièrement. Vous pouvez en effet employer votre épouse. Bon, ben, faut quand même justifier d'un petit travail, mais vous pouvez justifier, vous pouvez employer quelqu'un quelques heures par semaine, y compris votre épouse, pour pouvoir bénéficier de l'intéressement et du plan d'épargne d'entreprise. Parce qu'il faut avoir au moins un salarié. Et on demandait aussi Ouais, pour alors la... juste. Oui, vas-y. Allez. Et il demandait aussi pour la prime Macron. La prime Macron, ben, c'est proratisé en fonction du temps de travail. Donc, si la personne ne fait pas beaucoup d'heures, elle n'aura pas beaucoup par contre. Ouais, je précise une chose très importante, c'est pour je reviens à la question d'avant sur si le dirigeant embauche un salarié quelques heures, sachez que la prime du dirigeant, eh bien, elle ne peut pas dépasser le montant de la prime la plus élevée versée au salarié. Donc, si vous versez, je prends un exemple tout simple, une prime d'intéressement à votre unique salarié, qui est accessoirement votre épouse, si vous lui versez une prime qui représente 20% de sa rémunération, c'est-à-dire par exemple 1 000 euros par an, si vraiment elle est à temps partiel, eh bien vous ne pourrez pas vous verser à vous-même en tant que dirigeant plus que les 1 000 euros. Si par contre vous la rémunérez, que votre unique salarié touche 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, eh bien vous, en tant que dirigeant, vous pourrez vous verser la même somme. Voilà, ça c'est un point important, parce qu'en effet, quand je disais il suffit d'avoir un salarié, n'oublions pas que l'intéressement, et l'intéressement doit concerner tous les salariés. Il y a avec des modalités de répartition après qui peuvent être fonction du temps de présence dans l'entreprise, fonction de la rémunération, ça peut être forfaitaire aussi. Vous êtes libre de pouvoir choisir entre 3 modes de répartition, mais simplement pour dire que vraiment, en tant que dirigeant, vous y avez droit, mais c'est quand même plafonné à ce que touchera le maximum l'intéressement versé élevé à votre salarié. Voilà. Le CESU, Jean-Luc, je te laisse en parler. Oui, alors pour le CESU, c'est le chèque emploi-service. En fait, au tout début, ça existait que pour les salariés, c'est-à-dire vous payez en fait une personne qui gardait votre enfant ou différents frais à titre personnel et vous pouvez le déduire de vos impôts. Depuis quelques années, ça a été étendu aux entreprises. Donc en fait, c'est un chèque emploi-service que vous allez verser à la personne qui va intervenir pour faire des petits travaux, des réparations, etc. chez vous. Alors ce qui est bien, c'est que le salarié, mais le chef d'entreprise aussi, y a droit jusqu'à un plafond annuel de 1 830 euros par an, donc c'est pas négligeable. Donc c'est une somme qui peut être prise en charge en fait par la société pour des dépenses personnelles en fait, que ça soit pour le salarié ou pour le chef d'entreprise. Voilà. Donc le CESU, non, alors il n'est pas nominatif. En fait, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre le CESU que vous utilisiez déjà peut-être chez vous en tant que particulier pour payer femme de ménage, jardinier, je ne sais quoi, je ne sais qui. Ça, c'est le CESU particulier. Là, c'est la même chose, sauf que votre entreprise a la possibilité de vous rembourser le CESU que vous, en tant que particulier, vous avez payé à votre salarié. Donc, si vous payez déjà votre aide à domicile avec le CESU, vous continuez. Et à partir du moment où vous avez au moins 1 830 euros par an de dépenses CESU que vous pouvez justifier, eh bien, il suffit de les présenter, de les garder sous le coude, et votre société peut vous faire un virement pour vous rembourser jusqu'à 1 830 euros par an. Attention, en tant que dirigeant, si vous le faites, si vous avez des salariés, vous devez obligatoirement, si vous le prenez pour vous, eh bien, vous devez l'offrir aussi à vos salariés. Si vous n'avez pas de salariés, vous pouvez en bénéficier, vous pouvez le mettre en place sans avoir de salariés. Donc, contrairement à l'intéressement, le CESU, vous y avez le droit, même si vous n'avez pas le droit si vous n'avez pas de salariés. Simplement, il faut que vous ayez des justificatifs de dépenses qui correspondent au montant du CESU que votre entreprise va vous rembourser. C'est bien normal. Le principe, c'est pas que votre entreprise vous verse une indemnité comme ça sans justifier. Il faut que vous justifiez le montant de la dépense que vous rembourse votre entreprise.
très efficace, zéro charge sociale, zéro impôt sur le revenu. Que demander de plus? Et ça marche, est-ce que ça marche en EURL? Oui. En EIRL, on vérifiera, mais je pense que oui, puisque ça marche en SARL. Voilà, ça marche en SARL. En EIRL, Anaïs Blanc, on regardera et on va vous répondre. Voilà. Alors attends, hop, voilà, ça a dérapé, on revient et on va y arriver. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On l'a dit, verser une fois par an en début d'année suivante après avoir reçu les justificatifs de l'année précédente. Voilà. Les titres restaurants. Jean-Luc, titres restaurants. Alors, les titres restaurants, bon, bah, on les connaît pour les salariés, hein, puisque bon, on a presque tous été un jour salariés, donc on a eu souvent des tickets restaurants. Il y a une partie qui est personnelle et une partie qui est prise en charge par la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'entreprise y a droit. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, l'URSSAF considère plus le chef d'entreprise, même s'il est tout seul, il a droit au ticket restaurant. Et l'association nationale des tickets restaurants, en fait, qui est l'organisme qui délivre les tickets restaurants, en fait, contredit l'URSSAF. Donc, en fait, elle est plus royaliste que le roi. Mais bon, c'est quand même la décision de l'URSSAF, en fait, il a de dire si c'est soumis ou pas à cotisation sociale. Donc, le chef d'entreprise, il a bien droit au ticket restaurant également, même s'il est tout seul. Voilà. Plafonné à 5,55 € par ticket et ça peut représenter jusqu'à 60% de la valeur du ticket pris en charge par l'entreprise. Les chèques vacances. Les chèques vacances, pareil. Comme le ticket restaurant, le chef d'entreprise aussi a droit au chèque vacances. Donc le chèque vacances aussi, on connaît un peu, hein, c'est pour payer les déplacements, l'hébergement, la restauration, etc., qui sont liés aux loisirs et aux vacances en France et en Europe. Donc après, pour les obtenir, en effet, il y a des organismes spécialisés. C'est donc votre société qui peut les prendre en charge et ce n'est pas soumis à cotisation sociale. Voilà. Eh bien, les chèques vacances, donc le montant des chèques vacances fonctionne comme un ticket restaurant, 50 à 80% financé par l'employeur et c'est plafonné à 461 € par an et par bénéficiaire. Dirigeant compris, vous l'avez compris. Voilà. Est-ce que le dirigeant a droit au chèque vacances? Oui, il a le droit au chèque vacances. Il y a droit s'il a des salariés et qu'il le propose aux salariés, évidemment. Donc, on vous a fait un petit tableau récap pour vous montrer à peu près, alors ce n'est pas le maximum, hein, mais c'est ce que ça représente si vous mettez tout en place, si vous activez tout. Eh ben vous voyez que ça peut représenter, alors c'est les chiffres indicatifs, hein, mais pour les salariés, mettez bout à bout tout ce qu'on vous a présenté, ça peut représenter plus de 8 000 €, 8 330 € dans notre exemple. On a mis 2 000 € pour l'intéressement, ça pourrait être beaucoup plus. Hein, Jean-Luc, tu m'en parlais tout à l'heure. Le remboursement domicile-travail, on a mis 1 200 €, ça pourrait être plus également. Voilà. Mais si vous mettez bout à bout tout ce à quoi vous avez droit, eh ben, vous voyez que ça peut représenter quand même une somme pas négligeable, plus de 8 000 € pour un salarié et pour un chef d'entreprise, un peu moins, puisque on l'a vu, il n'y aura pas de prime Macron pour le chef d'entreprise, mais ça peut représenter 7 300 €. Ça peut représenter 7 300 €. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. Et vous faites des captures écran, hein, surtout n'hésitez pas à prendre des notes et à mettre tout ça en place, puisque vous y avez droit en tant que dirigeant d'entreprise. Voilà, écoutez, on a terminé, 38 minutes. Oui. On a tenu le chrono, on avait dit 40 minutes. On a 2 minutes d'avance. Donc, on va maintenant répondre aux questions. Il y a beaucoup de questions. Je sais qu'Ali en a traité un certain nombre. Donc, Jean-Luc,
je te laisse y On répondre. on repose la question sur les tickets restaurants et les chèques vacances. En effet, c'est ouvert aux dirigeants, même s'il n'y a pas de salariés. Pour les chèques vacances, ouais, les tickets restaurants, oui, alors, bon, c'est un peu sujet à discussion, tout ça, parce que comme tu le disais, il y a des contradictions dans la réglementation, les administrations et tout, mais bon, normalement, vous y avez droit en tant que salarié. Voilà. Alors ensuite, ça on a répondu. Chèque vacances, ticket restaurant. Sont-ils possibles avec une société affiliée à la MSA? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La mutuelle sociale agricole, les titres restaurants. Alors attendez, hein, une petite précision quand même, c'est que les restaurants c'est possible, les tickets restaurants, euh, c'est pas si vous travaillez chez vous dans une exploitation agricole, ça marche pas, évidemment. Il faut être dans une situation où vous êtes obligé de manger sur place et que vous ne pouvez pas rentrer chez vous pour pouvoir bénéficier de titres restaurants. Si vous travaillez chez vous, si votre société de domicile est chez vous, les titres restaurants, ça ne peut pas marcher. Donc, la MSA, bien évidemment, oui, ça marche puisque la MSA et l'URSSAF, c'est la même chose. Voilà, on a répondu. Le CESU en EIRL, je vais vous répondre, mais je pense que oui. Je pense que ça pose pas de problème. Je vois pas pourquoi les EIRL n'auraient pas droit. Le CESU est-il nominatif? Encore une fois, le CESU. Alors, puis-je m'en servir pour payer le plombier chez ma mère ou la nounou chez ma sœur? Alors, vous pouvez vous servir pour payer, puisque c'est déclaratif et que la personne que vous avez, que vous payez, vous devez avoir ses coordonnées. Après, que la personne, elle travaille chez vous, chez votre sœur ou je ne sais où, c'est pas marqué sur son chèque emploi-service que vous lui versez. Donc, elle a simplement une fonction, un emploi, vous l'indiquez, et pour être très franc, à ma connaissance, il n'y a pas de contrôle sur le lieu d'exercice de la prestation. Bon, c'est censé être fait chez vous, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour frauder. On est là simplement pour activer les aides auxquelles vous avez droit dans le cadre voilà, de ce que prévoit la loi. Donc après, chacun prend un peu ses risques, hein, mais voilà. Peut-on avoir une part immédiatement débloquée, une part bloquée dans le PE concernant l'intéressement KPM? Toujours très actif KPM. Oui, 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 oui. Vous pouvez mettre une part de l'intéressement. En fait, l'intéressement, il est versé. L'intéressement, c'est un contrat d'intéressement. Et plan d'épargne d'entreprise, c'est autre chose. Donc, vous pouvez très bien articuler les deux. Il peut y avoir un plan d'épargne d'entreprise sans accord d'intéressement. Et il peut y avoir un accord d'intéressement sans plan d'épargne d'entreprise. Donc, l'utilisation qui est faite des sommes versées dans le cadre de l'intéressement, eh bien, c'est un choix qui est tout à fait différent de ce qui est prévu dans l'accord d'intéressement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est distribué, l'intéressement, eh bien, si la personne le reverse tout de suite dans un PE, il y aura une exonération totale. S'il reverse que la moitié, l'exonération sera de moitié, et ainsi de suite. Est-ce que l'intéressement doit être fait après le premier bilan? Oui, l'intéressement, il faut qu'il y ait un bilan. Il faut qu'il y ait au moins un bilan qui soit fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas verser l'intéressement dans les premiers mois qui suivent la création de l'entreprise. L'accord d'intéressement, il suppose d'atteindre des performances qui sont incertaines. Alors, on ne va pas faire tout le webinaire là-dessus, mais pour ça, donc, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient fixés, et puis surtout, il faut qu'ils soient agréés par la directe. Donc, il faut le déposer. Tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a quand même un peu de formalité et de paperasse à remplir. Donc, normalement, vous pouvez mettre en place dès le premier exercice, mais il ne pourra pas être versé avant la fin du premier exercice, avant le premier bilan. Pour ceux qui veulent le mettre en place, là, en fait, faut, comme a dit Xavier tout à l'heure, là, faut le déposer avant le 1er juillet. Il faut le faire dans les 6 premiers mois. Donc, si vous voulez en mettre en place. Les 6 premiers de l'exercice, voilà. Pour ceux qui clôturent au 31 décembre, les 6 premiers mois,
Donc, c'est le 1er juillet. Mais si vous clôturez au 30 septembre, c'était 31 mars. Et si vous clôturez au 31 mars, vous avez jusqu'au 30 septembre. Voilà. Voilà, voilà, on a répondu à la conjointe, le cas de la conjointe. Voilà. Jean-Luc, est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Location d'appartement longue durée, exemple 3 ans, dans le cadre d'un déplacement. Non, location d'appartement de longue durée. Alors, si vous louez un appartement 3 ans pour un salarié qui est en mission, je pense que fiscalement, ça peut être acceptable. Encore faut-il que vous soyez en capacité de justifier vraiment ces 3 ans. Le contrat de 3 ans, le fait que la personne soit éloignée pendant 3 ans de son domicile et qu'il ne puisse pas rentrer chez lui, il y a quand même toute une documentation et des arguments à fournir pour justifier le fait que le salarié a été obligé de payer ce loyer du fait de sa mission et non pas, bien évidemment, que ce n'est pas sa résidence principale. C'est un peu les notions de double résidence. Là, il faut avoir déjà, il faut que son conjoint il n'ait pas pu vous suivre parce qu'il a un travail déjà dans l'endroit où il habitait et que vous, vous étiez obligé de garder vos 2 appartements, quoi, et donc pour justifier la location d'un appartement supplémentaire. Voilà, exactement. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui. Jean-Luc, chose à rajouter, le mot de la fin? Merci à tous d'être venus. Donc on va continuer sur cette lancée. Je pense que ça serait bien en effet qu'on fasse un webinaire là sur l'intéressement, le PE. Là, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Et puis on en a encore pas mal de programmés là, encore jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, Xavier. Ouais. Là, on a un webinaire prévu par mois jusqu'à la fin du mois de juin avec des sujets sur la facturation, la TVA, les remboursements de la TVA en Europe. Il y en a beaucoup qui payent de la TVA dans les pays étrangers. On vous expliquera comment se faire rembourser. Plein de sujets très intéressants. Pour ceux qui regardent en replay cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Et pour ceux qui ont participé, merci beaucoup. Inscrivez-vous au prochain webinaire sur la page Livestorm. Vous avez un lien pour ça. N'hésitez pas. Et puis, visitez notre nouveau site. Vous verrez, j'espère qu'il vous verra. À très bientôt. Merci Jean-Luc. Bonne soirée. Merci à Ali. Merci Ali. Qui nous a aidés également. Bonne soirée. Merci.